Depuis plusieurs générations, ils étaient là dans ce canton. Vivre et mourir, c'était la loi des gens habitant Forillon. Barque de pêche en été, haché Godin durant l'hiver, bonheur et joie bien calculé, c'était un peu leur univers. Ils sont venus touchant, barbés, marcher, mesurer. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'activité Forillon 50 ans pour ne pas oublier. Mon nom est Martin Roussy, je suis directeur général du Musée de la Gaspésie. Mon équipe et moi sommes heureux de s'associer à cette initiative citoyenne portée par messieurs Gaétan Lelièvre et Pierre Michaud pour souligner les 50 ans de l'expropriation de Forillon en étroite collaboration avec le regroupement des personnes expropriées de Forillon et leurs descendants. Notre institution muséale tenait à remplir ce devoir de mémoire envers les expropriés et je remercie chaleureusement Gaétan Lelièvre et Pierre Michaud de nous en avoir donné l'occasion. Sans plus attendre, je laisse la parole à votre animateur, M. Gaétan Lelièvre. Merci. Bonsoir à tous les participants et participantes de ce bel événement. Il me fait plaisir d'agir à titre d'animateur de l'activité. Vous savez, ce n'est pas rien, on est en 2020 à la 50e année de fondation de la création du Parc Forillon. Un événement majeur qui a marqué l'histoire de la Gaspésie, mais également du Québec et du Canada. C'est une page d'histoire qu'on ne peut oublier. Et mon co-instigateur, Pierre Michaud et moi, pensions qu'il était important de souligner le 50e de Forillon en 2020 pour différentes raisons, notamment en raison de la crise de la COVID. On nous dit que Parc Canada soulignera un peu plus tard, peut-être l'an prochain, l'événement, mais il nous apparaissait extrêmement important, comme Gaspésiens et Gaspésiennes, d'envoyer un message clair à nos décideurs que nous n'avons pas oublié. La dure bataille de Forillon, ça a été des moments extrêmement difficiles. La création du parc, notamment pour les hommes et les femmes, les familles qui ont vécu directement la création du parc. La création du parc Forillon est peut-être au plan économique, touristique, un événement ou un élément positif. Toutefois, dans la façon que ça a été fait, on peut dire que ça a été un drame humain. Et si on veut souligner le 50e, c'est notamment pour que des expériences, des événements comme ça ne se passent plus. Espérons que Forillon aurait été un des derniers événements malheureux en termes de, je dirais, de réalisation d'un tel parc national. Donc, l'initiative qui a été prise est une initiative strictement citoyenne. Comme je le disais tout à l'heure, Pierre Michaud et moi, nous sommes impliqués de façon bénévole et d'ailleurs tous les participants, toutes les personnes, toutes les organisations qui contribuent à notre événement de ce soir le font à titre bénévole et nous tenons à les remercier. Donc, sans plus tarder, j'inviterai Jean-Marie Fallu, un historien bien connu dans notre région et même au-delà de notre région, également président du conseil d'administration du Musée de la Gaspésie, de prendre la parole et de nous relater certains faits historiques touchant la création du Parc Forillon. À toi, Jean-Marie, la parole. Jean-Marie, ton micro n'est pas ouvert, on ne t'entend pas. Donc, si tu voulais recommencer, s'il te plaît. Alors, bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, il fait une tempête, la mer est grosse, alors c'est dans une tourmente que le Parc Forillon a été créé.
Situons le contexte. Écoutez, à l'époque, on doit l'origine de Forion à une origine bicéphale. Autrement dit, d'abord, il y a eu le provincial avec le BAEQ, le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec, qui voulait redynamiser l'économie gaspésienne, qui était une économie traditionnelle. Et la situation dans les environs de Forion était pas facile au niveau économique. On connaissait une baisse démographique, une période de transition entre le mode de vie traditionnel et moderne, une économie primaire qui était en perte de vitesse. La pêche côtière traînait de la patte, l'agriculture, la forêt également étaient en situation difficile. Et lors du plan de développement du BEQ en 1966, on essaie de miser sur le tourisme en Gaspésie. Et particulièrement à la pointe de Gaspé, il y avait déjà un petit parc provincial, le parc du Cap-Bonami, qui existait depuis 1949. On a voulu en faire un parc provincial, mais sans y déloger personne. Et arrive le deuxième côté de cette origine bicéphale, le fédéral, qui arrive avec ses gros sabots. En mai 68, il faut savoir qu'on signe un accord très important, l'accord Canada-Québec, et le fédéral veut développer des projets au Québec. Et puis, pour ce qui est du parc, tout de suite, le ministre Chrétien, qui était responsable des parcs nationaux au fédéral, lui, il voit l'opportunité de créer le premier parc national fédéral au Québec, parce qu'il n'y avait aucun parc de créer au Québec. Et il faut dire qu'en vertu de la Constitution, l'aménagement du territoire n'était pas de juridiction fédérale, mais provinciale. Sauf que le fédéral s'est arrogé des pouvoirs, surtout dans l'Ouest puis dans les Maritimes, en créant des parcs nationaux. Et Jean Chrétien, lui, de 68 à 72, il va mettre en place une stratégie qui s'appelle le Federal Park System, qui a très bien étudié le géographe Léon Snow. Et il prévoyait créer des parcs, 19 parcs, dont un parc dans la Matapédia, près de nous, à l'île Anticosti, l'île de la Madeleine, puis je ne fais pas part des autres parce qu'il y en a 17 autres. Entre autres, il voulait acheter le parc du Mont-Tremblant. Et puis, il va réussir à avoir une entente malgré des pourparlers très difficiles avec le provincial parce qu'à l'époque, l'Union nationale ne voulait pas céder Forion au nom de l'intégrité du territoire québécois. Mais ils vont finir par s'entendre pour un bail amphithéotique de 99 ans, de sorte que après 60 ans, si le provincial le voulait, le provincial pourrait reprendre le territoire à la condition de rembourser les frais d'immobilisation. Et puis, c'est ce qui pourrait arriver en 2030, si jamais le provincial le voulait. Alors, ce qui va précipiter les choses, c'est l'arrivée au pouvoir de Robert Bourassa en avril 70. Lui, il veut régler la question du parc Forion. Alors, le 8 juin, il signe un accord avec le fédéral qui va créer le parc national Forion. Le 17 juillet, il passe un bill omnibus qui permet d'accorder les pouvoirs d'expropriation au ministère des Travaux publics. Et le 22 juillet, on dépose au Palais de justice à Percé le brief d'expropriation qui donne 18 mois aux propriétaires de terres et d'habitations pour libérer le territoire. Écoutez, 18 mois, c'est en février 72, en plein hiver. Alors, l'expropriation va être massive. Elle va être brutale, mais elle va être massive. 244 km², ça touche 6 municipalités, 225 familles, 983 personnes, 214 résidences et bien d'autres choses, dont 1400 terres à bois, quand on sait que les Gaspésiens se chauffaient au bois à l'époque. Et puis, le fédéral va créer des comités d'appui au parc Forion puis au parc de la Mauricie. Et celui de Forion va porter le slogan « Le parc, nous le voulons, puis nous l'aurons ». Alors, on crée vraiment une surenchère sur le plan économique. Un communiqué du Conseil exécutif du gouvernement du Québec mentionne que le parc Forion va permettre la création de 3000 emplois, 700 emplois permanents, 2300 emplois temporaires, une affluence touristique de 700 000 visiteurs par année et aussi une injection monétaire de l'ordre de 42 millions. Alors, imaginez-vous qu'à l'époque, il y a eu d'énormes pressions sur la communauté gaspésienne pour
qu'on crée le parc Forillon. Et ça a fait l'objet vraiment l'expropriation d'une saga judiciaire incroyable parce qu'on ne voulait pas payer au départ la valeur de remplacement. Et je salue ici le brio que Maître Lionel Bernier a déployé pour défendre non seulement au début les 150 expropriés qui n'avaient pas signé, mais à la fin également l'ensemble des expropriés, 700 expropriés. Alors, il a gagné une bataille judiciaire sur toute la ligne. Alors, bravo, Maître Bernier. Alors, je m'arrête là-dessus. Merci Jean-Marie pour cette belle présentation là, du dossier d'implantation du parc Forillon. Maintenant, nous sommes rendus à l'étape de visionner une vidéo qui a été réalisée notamment par M. François Labonté et Dwayne Cabot, que nous remercions pour nous avoir permis de vous le présenter, du moins certains extraits ce soir. Et ça nous paraissait important aussi de souligner que l'événement de ce soir, bien sûr, a été réalisé en très étroite collaboration et je dirais même avec l'approbation du regroupement des personnes expropriées et leur descendance. Donc, c'est avec plaisir que nous avons soumis notre idée, Pierre et moi, à l'association. Et finalement, ça a été très bien accueilli. D'ailleurs, le regroupement nous a généreusement proposer des représentants et des représentantes qui vont prendre la parole dans les prochaines minutes. Donc, écoutons ensemble un court extrait du vidéo sur l'expropriation et du parc Forillon. C'est ça que je trouve le plus dur. C'est comment commencer ça. Là j'étais à la télévision, là. « 43 ans, c'est la première fois que je n'en parle. C'est grâce à Pierre Indus, je connais très, très bien Pierre. Quand Pierre m'a demandé, j'ai dit, parce que je ne voulais pas en parler, parce que ça me monte une rage. I didn't want to talk. You want to keep it alive? I said, yes, well, you got to talk about it. If it takes you to your grave, it's gone. I'm not much of a talker, but I like to be back. Now, if I had 10 beer in me, you'd be here for 2 days. Tout de suite, quand on a eu à commenter le document de Mme Cirque pour la mise en valeur de la maison d'Albert Roberts, dans mon petit laïus que j'ai fait la journée de l'inauguration, c'était ça. C'est il faut donner la parole aux personnes expropriées. En écoutant ces témoignages-là, ils vont le comprendre. Parce que les larmes nous viennent aux yeux. Ça, on ne peut pas en parler d'une part. C'est trop triste. Je trouve ça important qu'on se rappelle. Hein? Parce que, au fur et à mesure que là, mes parents sont décédés, ils ne peuvent plus témoigner. Still, and I know it's over 40 years, but it still hurts. I think he really minded it more than I did. What was it? It wasn't easy because you didn't know where to turn, where to go. Depuis plusieurs générations, ils étaient là dans ce canton. Vivre et mourir, c'était la loi des gens habitant Forillon. Ça, c'est la baie ici, là. On s'en allait là-dedans, la rentrée. C'était là, on mettait les voitures là. J'avais mon frère qui avait une maison de ce côté-là. Il y avait une maison un petit peu plus là. Puis on montait à pied là-dedans. La plateforme de l'escalier partait de là. Je ne me rappelle pas ça tambour ou en béton. Je sais que j'avais fait ça en ciment ou en béton. Vous la voyez bien. Fait qu'on montait dedans, puis on allait voir ce que la maison était. Ouais.
parce qu'il y avait des maisons, il y avait notre maison qui était là-bas, il y avait M. Robert qui était là-bas. Là, ici, il y avait trois ou quatre maisons, Andrea? Ouais. 1, 2, 3 maisons ici. C'était vraiment le petit Pataclan qui était... L'hiver, on glissait. On partait de la maison que tu vois là-bas, là, on descendait même jusqu'ici. Le temps de finir les travaux, ils sont arrivés, puis on dit vous partez, on fait un parc. Et on va le danse. Puis touche pas une poignée de porte. Hein. Tu ne ramasses rien. Mais je me mets à la place de mon père qui était ici, à son travail, qui est assis et qui voit sa maison brûler juste sur le coin. Comment il a dû se sentir? Comment est-ce qu'il a dû se sentir là? Barque de pêche en été, va chez Godin durant l'hiver. Bonheur et joie bien calculés, c'était un peu leur univers. Fâché, non. Mais je vais toujours rester avec un mauvais souvenir. Comprends-tu? Non. Vivre fâché, c'est pas bon. On n'entretient pas de la haine, c'est pas bon. Mais on n'oublie pas. Dans ce bâtisse-là, c'était tout ça aurait été des affaires qui étaient comme grands, comme ça. C'était bien comme ça d'autres. C'était bien comme ça. Je sais pas si je suis là. Oui, c'est ça, on a des problèmes. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Est-ce que j'ai fait de quoi de mal? Le Québec aussi a accepté et dire qu'il faudra tout quitter. Pays, maison, parents, amis, et dire adieu en Gaspésie. Merci à M. Labonté et à M. Cabot pour la réalisation de ce court-métrage. C'est vraiment, non seulement ils ont su nous transmettre plusieurs informations basées sur des faits, mais ils ont su nous livrer les émotions vécues et que vivent toujours certaines personnes qui ont fait l'objet de cette expropriation-là. Écoutez, comme je vous le disais tout à l'heure, on a réalisé cet événement-là en étroite collaboration avec le regroupement des expropriés et leurs descendants. Et l'association nous a délégué 3 personnes pour prendre la parole au nom des expropriés, des personnes expropriées et leur descendance. Donc, les 3 personnes qui vont prendre la parole dans l'ordre sont Mme Lee-Anne Smith, Mme Debbie et M. Alcide Boulay. Donc, j'inviterai ces 3 personnes-là à prendre la parole dans l'ordre. Donc, nous allons débuter avec Mme Lee-Anne Smith, qui sera suivie de Debbie Phillips et de M. Alcide Boulay. Donc, à toi la parole, Lee-Anne. Bon, bonjour. Moi, je suis très heureuse de participer à cette rencontre, d'autant plus que le nom, pour souligner cette occasion, me disait beaucoup, ne pas oublier. Beaucoup plus que lorsque le parc a fait des choses qu'il appelait fêter. Pour moi, ce n'était pas des fêtes. Je me suis pas présentée non plus. Ça ne m'intéressait pas à ce moment-là. J'allais régulièrement au parc pour visiter, mais pas pour cette occasion-là. Donc, pour un peu me présenter, je suis la fille de Thérèse et Wilfrid Smith qui avaient une maison dans le parc. Tous mes ancêtres, autant du côté des Smith que des Blanchettes, ont tous vécu et leurs origines sont tous du parc Forillon, de Grande-Grève. Et aussi, ainsi que toute ma famille élargie. Nous, on vivait près du Petit-Gaspé, près de nos voisins. C'était en fait nos voisins qui n'étaient pas de la famille, parce que le voisinage immédiat, on était 3 familles.
sur le fait d'une côte, une petite côte, après la plage du Petit-Gaspé. Il y avait mon père, Wilfrid, mon oncle Gérald et mon oncle Fernand, ainsi que mes grands-parents, Thomas et Alice, qui vivaient, mes grands-parents paternels. On était 3 maisons très proches et au total, une dizaine d'enfants minimum qui pouvaient jouer ensemble. Moi, j'ai été expropriée, j'avais l'âge de 9 ans. Et je m'en rappelle très bien. Je ne me suis jamais exprimée en public sur le sujet. Par contre, tout le monde qui a été près de moi au cours de mes études ou mes amis ou toutes les gens que j'ai rencontrés dans le cadre de mon travail, tous savent bien que je ne viens pas de Gaspé, je viens du Parc Forillon, je viens de Grande-Grève. À 9 ans, j'ai encore des souvenirs, de grands souvenirs, plusieurs souvenirs de l'expropriation, mais j'en ai aucun de beau. Pour moi, ça a été très, très difficile. Puis ça fait 50 ans, puis ça fait 50 ans que je n'en ai pas parlé en public. Je me suis dit, à ma retraite, ce qui est le cas actuellement, j'allais mettre des énergies là-dedans. Donc, je crois qu'il me reste au moins 30 ans d'énergie à mettre là-dedans. Pour faire honneur à mon père qui n'a jamais accepté d'être déraciné, de se faire voler sa maison et de la faire brûler. Donc, en son nom, je vais parler, je vais faire beaucoup de bénévolat dans l'avenir et je vais faire connaître notre histoire aussi pour nos enfants, nos petits-enfants et toutes les autres générations pour pas que ce soit oublié et que ça ne se reproduise pas. Donc, à 9 ans, moi, j'avais dans le Parc Forillon un terrain de jeu magnifique. J'avais, dès que l'été, l'école se terminait, on courait, on s'en allait le matin trouver les enfants de M. Daulin-Langlais qui restaient, eux, vraiment quasi en face de la plage, en face, dans le fond de la plage du Petit-Gaspé. J'avais une amie précieuse qui avait mon âge, Angèle Langlais. Donc, on allait là. Mes frères ou mes sœurs qui étaient plus vieux que moi avaient la consigne de nous surveiller. Parce qu'on n'allait pas là tout seul. Ma mère, elle était assez encadrante et avait très peur de l'eau. Donc, elle avait connu des gens dans son passé, les pêcheurs, tout ça, qui étaient vraiment, s'étaient noyés. Donc, on allait passer nos journées sur la plage, à courir sur les galets nu-pieds, à s'amuser, à jouer dans l'eau. On avait vraiment un beau terrain de jeu. Puis, chez nous, à partir de la maison, on voyait la mer. Surtout quand il mouillait, on s'assoyait puis on regardait, il y avait les baleines. On voyait très bien les baleines. On disait, nous, qu'ils crachaient de l'eau, là. On voyait ça monter, on voyait les baleines, c'était de toute beauté. Malgré mon âge, j'adore encore la mer. Je passerais toute ma vie sur le bord de l'eau à la regarder, même l'hiver. C'était très beau. Puis, c'est ça, j'ai que des beaux souvenirs de mon enfance là-bas. L'hiver, on glissait dans le chemin parce que les chemins n'étaient pas ouverts. Disons qu'il y avait beaucoup de glace souvent. On glissait dans le chemin, il était ouvert, mais je veux dire, ce n'était pas entretenu de façon sécuritaire. C'est un minimum. Là. Donc, on glissait jusqu'en bas, jusqu'au Petit-Gaspé. On glissait la côte jusqu'au Petit-Gaspé avec des traîneaux, des morceaux de carton, n'importe quoi. On avait beaucoup de plaisir. On patinait dans le chemin aussi. On avait des patins, on patinait dans le chemin. C'était glacé souvent. Puis, il n'y avait pas énormément de trafic de toute façon. Puis, en tout cas, ça a été pour moi vraiment un déracinement. Quand on courait pour descendre à la plage du Petit-Gaspé, on avait fait une petite place qu'on appelait Gilligan Island. Puis ça, c'était comme une place qui avait des roches. Puis, on bifurquait le chemin, on montait là, on redescendait de l'autre côté, on courait. Et il fallait qu'on fasse attention. Il y avait beaucoup de porcs-épics. Puis ma mère, elle nous a toujours fait croire qu'il lançait des épines. Ça fait quand on en voyait un, on courait. C'était quelque chose. Puis, c'est ça, on avait vraiment, pour moi, une très belle vie. Moi, mes parents travaillaient déjà au moment de l'expropriation à Gaspé, mes 2 parents.
Puis, à ce moment-là, j'avais une sœur, celle qui était le bébé de la famille. À ce moment-là, elle avait 5 ans. Et avant l'expropriation au printemps, en mai, on a appris qu'elle était atteinte d'une leucémie. Et dans ces années-là, c'était incurable. Donc, moi, je me rappelle dans ma tête qu'elle pouvait mourir pour moi, là, le message que j'avais compris, parce que dans ce temps-là, les adultes parlaient peu de ça aux enfants, puis de tous les problèmes du parc aussi, mais on avait les oreilles assez grandes pour tout écouter. Puis, son espérance de vie était maximum 4 ans. Donc, à travers ça, mes parents venaient d'apprendre ça. À travers ça, il y avait à se trouver une maison pour nous déménager. On était 7 enfants. J'avais 2 sœurs qui étaient déjà au cégep à Gaspé pour devenir infirmières. Donc, mes frères y allaient aux Ursulines à Gaspé, puis nous, on allait à l'école à Kaposo. À l'école à Kaposo, j'avais aussi des bonnes amies depuis le début. Liane, Oui. il nous reste environ 1 minute. 1 minute? Oui, c'est très intéressant. Cette valeur, on n'a pas assez de temps. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je vais profiter de cette occasion-là. Mais avant, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'avant que le parc soit connu des gens, des expropriés, il y a une personne qui venait, une madame, elle venait prendre des photos de nous quand on attendait l'autobus. Puis on trouvait ça drôle, mes parents aussi. Mais ça, c'était Mme Carmen Roy, qui travaillait pour Film National Canada, à Ottawa en tout cas. Puis elle faisait ça. Puis nous, on est déménagé le 23 novembre. On était dans les dernières familles à partir de Grande Grève et on a dû se loger à Gaspé dans les maisons qui disaient pour les gens du parc Forillon. Donc, les maisons du parc. Mon père pensait qu'on lui donnait une maison en échange de son déménagement, alors que ce n'était pas ça du tout. Mais c'est ça que l'agent lui avait laissé croire au moment du déménagement. Donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de mensonges, comme ça a tout été dit. Et pour moi, ça a été vraiment difficile. L'adaptation, toute la première année, j'étais en choc. J'étais vraiment en choc. On s'est retrouvés dans Gaspé. Notre terrain de jeu n'était plus du tout le même. Il y avait beaucoup de trafic. L'hôpital était en face de chez nous. Il y avait la côte, il y avait énormément de trafic. C'était plus du tout les mêmes jeux. Des balançoires, ça ne nous intéressait pas. On n'avait pas ça, puis on était plus heureux. Donc, ça a été très, très difficile de perdre ma maison, de savoir que ma maison, même à 9 ans, ma maison a été brûlée. Ils ont brûlé la maison et en plus, parce qu'on allait quand même à l'église à cette époque, ils ont brûlé notre église. Dans ma tête, je me disais, comment quelqu'un a pu dire oui pour brûler une église? Parce que c'était tellement sacré pour nous, là, dans la famille. C'était comme important. On n'était pas les plus pratiquants, mais c'était vraiment important. Donc, puis l'église, elle n'était pas vieille, là, notre église catholique. Donc, elle a été brûlée. Donc, à part de ça, je vais finir en vous disant que, bien sûr, j'aurais beaucoup de choses à dire. Je le garde pour le futur. J'espère avoir d'autres occasions de pouvoir m'exprimer. Et je connais beaucoup l'histoire par ma grand-mère Blanchette, Yvonne Blanchette, qui m'a laissé de nombreux écrits sur le parc. Elle tenait des écrits sur tout ce qui se passait dans le parc. Donc, pour nous, le 50 ans, c'est de se remémorer le déracinement, le vol des maisons, brûler les maisons. Et comme le dit déjà dans le reportage tout à l'heure, M. Boulay, je ne vis pas, j'ai eu une belle vie. Je ne vis pas avec de la colère tout le temps, mais j'en ai par moments encore. Et je vais régulièrement au parc et je peux vous dire que quand je passe la barrière, c'est le bonheur. Je suis chez nous. Et quand je dis à tout le monde, c'est vraiment naturel, je m'en vais faire un tour en bas chez nous, ben c'est dans le parc, c'est pas à Gaspé pour moi. Je ne m'ai pas enracinée nulle part ailleurs. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous remercie de m'avoir invité. Merci beaucoup, Liane. D'ailleurs, je m'excuse, j'ai oublié de te présenter. Donc, tu vois, je suis un petit peu rouillé dans ma coordination. Donc, c'est important de mentionner que Liane est avocate à sa retraite, mais elle est aussi la petite-fille de M. Xavier Blanchette, qui était le propriétaire de la célèbre petite maison jaune qu'on voit partout sur les cartes postales et sur les différentes publicités du parc.
la petite maison jaune qui est à Grande-Grave, donc son arrière-grand-père. Merci beaucoup pour ce beau témoignage, Linan. Et ça nous amène à notre prochaine personne qui va prendre la parole. Notre prochaine invitée est Mme Debbie Phillips. Mme Debbie Phillips avait 13 ans lors de l'expropriation. Elle demeurait dans le secteur de Peninsula Localité, ou Fort Peninsula Lodge. C'est une personne qui va prendre la parole aujourd'hui au nom de la communauté anglophone et elle a aussi de beaux souvenirs à nous présenter. Donc, Mrs. Debbie Phillips was part of the English-speaking community who lived with her family within a territory that has now become the territory of the. Her parents were traders. They had to close their business following the expropriation. Listen to Mrs. Debbie Phillips. Thank you. Hello. I'm glad to be invited to speak today, and it's an honor, actually. So I'm going to give you some souvenirs memories that I have of Peninsula, my beloved Peninsula. So I just want to say that even after 50 years, it really hurts to remember the expropriation. I get very nostalgic when I think of the village of Peninsula and Peninsula Beach, where I grew up until I was 13 years old, that is. Then at that point, our lives changed forever. My sister, brother, and I, there were 3 of us in the family, we lost our entire heritage. My parents completely lost their way of making a living and caring for their family. And we lost many close friends and our community, actually. My parents were devastated, very devastated, really, especially my father. At the age of 55, my father, all the ways in which he had always made a living were taken away from him. You see, my father was an entrepreneur. He was a manager and a co-owner of a family-built general store in Peninsula that was situated at the entrance of the Peninsula Beach, so it was well positioned. And that was how one way that he made a living. He was doing that for all of his life because his family lived in Peninsula, his parents and his grandparents, actually. So in the 60s, he was also the post mistress or master for Canada Post because it was part of the general store. That's something that had been changed before the park, but not long before the park expropriation, or the expropriation for the park. It was amalgamated. They centralized the post offices in Gaspé, so that was gone too. Also in 1946, my mom and dad bought the officer's house, or officer's mess, they called it, and the canteen that was built for the Second World War. And they converted it into the Fort Peninsula Lodge, where tourists and friends and relatives would pay for rooms and meals. And that's where I lived. That's where I grew up and spent my childhood. I loved it there. I loved it and had a wonderful childhood. Playing in and around the house. Okay, I remember the busy preparations for the summer. It really came alive in the summer season. And then we had people coming, new and interesting visitors coming from all over the world. I remember parties and meetings and wedding receptions that happened there, and I have pictures of that. And I remember running through the woods on the path to the neighbor's house to visit and play with the other kids. And that was something that we had a really good relationship with, a Brior family that lived not very far away. And when they were expropriated also, and they actually packed up their 8 children and moved out to British Columbia. So we lost that whole connection with that family. And then as another way to add to the family income, my dad and my mom bought a casse-croûte, or a snack bar, which was out on the Peninsula Beach itself. And in the summertime, the Peninsula Beach would come alive because there were approximately 85 cottages there. And people would come from Fox River, Gaspé, all around the area and come to their cottages, along with there were public places too that anybody could come.
So it was very busy on the weekends, hot, sunny weekends that were very busy. My older sister had a full-time summer job, but we all helped out. We all helped out on these busy weekends, including cousins, and it was like a family affair, a family affair. I can still to this day taste those homemade French fries, or frites, that most people called them. Okay, and I was lucky in a way, and I didn't have to work as much because I was younger, so I had a lot of fun on Peninsula Beach. Swimming, beach combing, driving the bike, through paths and bonfires that we had with friends and neighbors. What I really can, to this day, can't understand why a total expropriation was necessary. And why historical buildings like my Fort Peninsula Lodge, which was connected with the Fort Peninsula guns that are still there, but why was it destroyed? And not only other buildings too in the park area, like they were burned down and destroyed. I really believe in preserving beautiful land and wildlife and foliage, and I enjoy going to visit in the park. And I think it's a positive thing. It was a positive idea, but as Mr. Fallu had mentioned, it wasn't supposed to be a total expropriation when it was started. And it was not the right way to be established. The Forillon was not established the right way, in my opinion. And, you know, going back to my dad, he never fully recovered from it. Everything that he had worked on and put his heart into all his life was taken away. And something that I'll never forget was in the fall of 1971, and I came downstairs to eat breakfast before going to school. We had moved about 3 kilometers away to the west of the lodge where we lived, to my maternal grandmother's home. And my mom and my dad and my grandmother were, when I came downstairs, they were glued to the window that looked out towards the east, where we could see the area where the lodge was, because it wasn't that far away and there weren't that many trees. And when I asked them, well, what are you looking at? And they said, my dad said, well, that's the lodge that's burning. And he had tears streaming down his face. And my heart broke in that instant. It was really hard to see that. Maybe 1 minute, please. Go to school. 1 minute? Okay. Yeah. I remember I didn't want to go to school that day, but my mom says, yes, you have to go to school. And life went on. But 50 years later, I can tell you it still hurts. And as my 94-year-old cousin, Dorothy Phillips, whose family was also expropriated from Peninsula and grew up actually very near where my dad grew up himself, she always said, it is a wrong that can never be righted, and it should never have happened as it did. And that's how we all feel. So thank you for listening to a little bit of my story. Thank you. J'ai fait une petite erreur, j'avais oublié d'ouvrir mon micro, je m'excuse. Donc, notre prochain invité est M. Alcide Boulay. Alcide est intervenu d'ailleurs tout à l'heure dans notre diaporama qui a été présenté et il va prendre la parole à nouveau. Alcide est quelqu'un qui avait 18 ans lors de l'expropriation. Il a travaillé toute sa carrière comme pêcheur. C'est quelqu'un qui a été actif jusque dans les dernières années. Il a représenté également le mouvement syndical, les associations de pêcheurs en Gaspésie, notamment lors de la fermeture de la pêche aux poissons de fond. Donc, Alcide, on t'invite à nous livrer ton message. Oui, bonjour à tous. Déjà, j'ai un petit mémoire à vous lire. Déjà 50 ans. Il y a 50 ans, à l'époque, j'étais un jeune homme âgé de 18 ans, l'avant-dernier d'une famille de 17 enfants. J'étais en mesure de voir et d'évaluer les conséquences et le dommage de l'expropriation. Pour ma famille,
c'est lorsque j'ai commencé à chercher avec mon père pour une nouvelle propriété avec un terrain, des bâtiments et un accès à un havre de pêche, que j'ai réalisé que mon père avait tout perdu, la liberté de pratiquer le métier de pêcheur qu'il pratiquait depuis 3 générations. Notre qualité de vie a changé. Les voisins, les membres de ma famille ont quitté pour d'autres endroits plus éloignés, ainsi que nos amis. Pas facile pour moi d'encourager mes parents à traverser cette épreuve. Même pas de budget pour se procurer une maison avec seulement 13 500 pièces. Il a fallu prendre les économies de mon père pour rénover un vieux magasin pour en faire une maison habitable à Kaposo. Les gens qui étaient plus à l'aise financièrement ont pu se permettre de consulter avec des avocats. Mon père a été obligé d'aller chercher de l'aide au service social pendant 2 ans. Par la suite, il est décédé à l'âge de 63 ans. J'étais tellement en colère de voir ce drame qui aurait pu être évité. Ma confiance et le respect envers les fonctionnaires de l'époque m'ont rendu méfiant pour le reste de ma vie. Beaucoup de souvenirs ont resté dans ma mémoire. Durant les hivers, les plus âgés de mes frères avaient des snowmobiles qui nous permettaient de se déplacer pour aller à l'église, à l'école ou certains rendez-vous. Lorsque le couvert de la glace était sécuritaire dans la baie de Gaspé au début décembre, on allait pêcher le crabe des neiges en traîneau à chien sur la baie de Gaspé. Mon père, mes grands frères pratiquaient la chasse au gibier sur le bord de la banquise. On vivait de très beaux moments de liberté. J'admire le courage et la détermination que mes parents ont fait preuve durant toutes ces années, sans moyens financiers et pas très riches. Ma mère était une personne très douce et patiente. Je me perçais souvent à ses côtés sur le bord de la chaise berçante. Mon père, lui, était une personne plus sévère, moins patiente, mais pour lui, la franchise était une de ses qualités. Pendant la période des fêtes, il jouait à l'occasion de l'harmonica. J'étais au moins 30 ans sans être capable de retourner à Forillon. J'ai consenti à vous raconter ces événements que j'ai vécus. C'est que j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, cela servira aux personnes qui auront à prendre des décisions. Je souhaite qu'ils seront conscients de l'impact de leur action. Maintenant que je suis à la retraite, je fréquente le parc avec mes enfants et les petits-enfants pour que cette page d'histoire reste à tout jamais à la mémoire de la famille de Ludger-Boulet. Merci. Merci beaucoup, Alcide, pour ce beau témoignage. C'est très intéressant. Puis on le voit que tu l'as livré avec ton cœur. Écoutez, on est rendu à une étape extrêmement intéressante aussi. Notre prochain invité est quelqu'un que la plupart d'entre nous connaissons. C'est quelqu'un qui a joué un rôle pas mal, je dirais, spécial dans tout le dossier des expropriations là, à Forillon. C'est bien sûr M. Lionel Bernier. Lionel était jeune avocat à l'âge de 27 ans quand il a pris la cause de défendre les expropriés de Forillon. Lionel est un fils pêcheur qui est né au sein du parc Forillon, plus précisément à Kaposo. Il a vécu toute son enfance dans le secteur de Rosier.
Puis, en tout cas, moi, je connais M. Bernier depuis quelques années et on peut dire que Lionel est un homme de loi, mais surtout un homme de conviction et un homme de cœur. D'ailleurs, il n'a jamais cessé de défendre non seulement les expropriés de Forillon, mais il n'a jamais cessé de défendre la Gaspésie sur toutes les tribunes chaque fois que l'occasion lui était permise. J'ai été en mesure de constater ça dans les quelques années là, où on s'est côtoyé un peu plus là, dans la région de Québec. Lionel était présent en 70, oui, pour défendre les expropriés, mais il était aussi présent en 2001 lorsqu'il a écrit le roman « La bataille de Forillon ». Il était présent également en 2010 pour le 40e anniversaire de Forillon et aujourd'hui, il est avec nous en 2020 pour le 50e. Donc, c'est une personne qui a joué un rôle extrêmement important dans tout le dossier de la création du parc Forillon et qui joue encore un rôle important aujourd'hui. C'est un peu un symbole pour nous tous. C'est un fier Gaspésien. On est fiers, Lionel, de ton implication dans ce dossier et dans de nombreux autres dossiers. Puis on t'invite à nous livrer ton témoignage. Merci beaucoup. Je suis encore ému d'avoir entendu les témoignages antérieurs. Ça m'a rappelé véritablement ce qui s'est passé lors de l'expropriation. J'ai intitulé mon intervention « Le 50e anniversaire de Forillon, commémorer et bâtir l'avenir ». Je vais peut-être répéter des éléments qui ont déjà été mentionnés, notamment par M. Fallu. Alors, ça se passait un 22 juillet 1970 dans l'extrémité orientale de la péninsule gaspésienne. La population des 6 villages destinés à devenir le parc Forillon, peu instruite des agendas cachés des gouvernements, pensait qu'un vieux rêve se réalisait. En effet, comme l'a dit M. Fallu, 4 ans plus tôt, le BAEQ prévoyait la création dans la péninsule de Forillon d'un parc provincial qui serait aménagé, mais, très important, sans avoir à y déloger les gens. Alors, les gens étaient donc restés sous cette impression-là. Or, peu de gens mesurent à ce moment-là la véritable portée, mais d'une entente qui a été conclue en mai 69, qui stipule que le provincial cède le territoire au fédéral pour une durée de 99 ans. Pour quelques rares initiés de l'appareil gouvernemental, il est bien prévu dans cette entente que le Québec a la charge d'acquérir les terrains requis pour le parc. On pense aux boisés dans le milieu de la pointe. Mais il n'est toujours pas question d'expropriation. La délimitation du parc restant occulte et masquée par une propagande orchestrée autour de l'énorme manne économique qui serait apportée par le parc de la région. La population ainsi abreuvée est aveuglée. Les ténors fédéraux et provinciaux prennent d'assaut les tribunes, promettent 3 000 emplois, 500 000 visiteurs annuellement et des dizaines de millions de dollars dans l'économie régionale. Le 22 juillet 1970, un véritable tsunami fracasse le rêve des familles des 6 villages qui tombent dans les limites nouvellement fixées quelques jours auparavant pour le parc. Ce jour-là, le dépôt du plan d'expropriation par la justice enclenche un processus d'expulsion de leurs terres ancestrales de quelques 1500 propriétaires terriens, dont 225 familles totalement expropriées, et leur accorde 18 mois pour libérer les lieux. Ce fut une expropriation massive, sans précédent, un grand dérangement rendu plus dramatique par l'attitude et le comportement méprisant et sans respect humain des gouvernements et de la machine bureaucratique chargée de vider le territoire
de toute trace d'habitation humaine. Incrédules, puis désemparés, impuissants et sans défense, les expropriés assistent alors à une cruelle mise à feu de leur patrimoine bâti et sont cyniquement soumis à un acharnement bureaucratique et judiciaire impitoyable. À ce moment, les habitants des 6 villages qui ont été fondés il y a un petit peu plus de 100 ans auparavant vivent presque en autarcie. Ils ont bâti et animé le territoire. Ils s'y sont enracinés, ont tissé des liens familiaux, sociaux et économiques qui sont devenus, au fil des ans, des valeurs intrinsèques à leur appartenance à leur communauté. Ces villages avaient une âme, une culture, patrimoine bâti et un mode de vie intimement confondus avec les lois d'une nature tourmentée. Comment ne pas sauvegarder un tel héritage historique? Faut-il se surprendre si, après 50 longues années, les quelques expropriés encore vivants ainsi que leurs descendants sont toujours incapables d'oublier cet humiliant et tragique épisode qui a marqué leur destin? Faut-il se surprendre d'une blessure aussi profondément tenace qui refuse toujours de se cicatriser? Je rappellerai juste certains faits et gestes qui peuvent expliquer, au-delà du fait de l'expropriation elle-même, les dommages collatéraux qui ont été si profonds et qui se répercutent encore dans la mémoire collective. Rappelons-nous la solitude des expropriés lors de la bataille judiciaire. Solitude qui les a longtemps mortifiés. L'épisode même de l'expropriation, celle de l'expulsion déshonorante et de la pénible expérience des tribunaux se sont déroulés dans l'indifférence et une grande empathie collective régionale. L'autre élément, le mépris des autorités du parc pendant les quelques 40 ans qui ont suivi la mise en opération du parc, a été insupportable pour les expropriés et leurs descendants. Les autorités fédérales se sont efforcées à mettre sous le boisseau le fait que le territoire avait été défriché et bâti par de vaillants pionniers avant de devenir un parc fédéral. Rappelons-nous que cette population avait été le cobaye de pratiques qui ont été abandonnées par le gouvernement canadien suite à cette expropriation. Annonçant ses couleurs lors de la création du parc de Gros-Morne à Terre-Neuve, le ministre Jean Chrétien disait que les petits propriétaires de terre devaient être traités avec humanité, compassion et patience dans une expropriation de cette nature et que ça ne se répétera plus. On est en 1973. Les expropriés de Forillon attendirent en vain, pendant les années qui suivirent cette déclaration, un geste, un seul, d'humanité, de compassion et de patience à leur égard de la part des autorités fédérales. Un autre élément, la tromperie des promoteurs politiques et bureaucratiques du parc dans les années précédant son implantation a été intolérable pour la population, pour les expropriés. Le rêve de l'énorme manne économique qui devait être apporté par le parc à la région s'est révélé une mystification, toujours mortifiante aujourd'hui. Pourquoi, après 50 ans, les milliers d'emplois promis ne sont-ils pas au rendez-vous? Pourquoi les centaines de milliers de visiteurs attendus annuellement ne se présentent-ils pas aux barrières du parc? Et n'enrichissent-ils pas la communauté environnante? Les expropriés et leurs descendants peuvent-ils, malgré tout, tourner un peu la page sur ce triste épisode de leur histoire et croire qu'il est possible que le rêve économique initial puisse au moins se réaliser et que le sacrifice des expropriés puisse enfin inspirer les décideurs dans l'adoption
d'un vrai plan de développement touristique de la grande communauté gaspésienne. Peut-être est-ce la voie la plus déterminante vers une pleine et entière réconciliation recherchée par tout le monde, particulièrement depuis 10 ans. 40e anniversaire de l'expropriation avait été l'occasion d'assister à une transformation presque radicale de l'état d'esprit des autorités du parc. Au cœur de cette évolution de la pensée de la part des autorités et dans la réconciliation avec les expropriés et leurs descendants, il faut saluer le travail courageux et généreux du regroupement des personnes expropriées de Forillon et leurs descendants. Au cours des dernières années, les expropriés et leurs descendants ont obtenu de hautes luttes un passeport d'entrée gratuite dans le parc, des excuses de la part des gouvernements provinciaux et fédéraux, le développement d'une exposition et un outil de mémoire. Et depuis 10 ans, le regroupement a donc graduellement gagné le respect des autorités du parc. Quel est maintenant le véritable enjeu de l'avenir du parc, au-delà de la mémoire qui ne s'effacera jamais? Et quel est le rôle du parc dans le développement économique de la région de Gaspé? La population doit continuer à s'accrocher au rêve qu'un jour, le parc puisse devenir le véritable vaisseau amiral du développement touristique de la péninsule gaspésienne. Le processus de réconciliation ne fait que commencer. Il doit continuer à se développer et se traduire par d'autres réalisations de l'histoire humaine, donnant en même temps un nouvel essor à l'avenir du parc. Les excuses accordées par les autorités politiques à Québec et à Ottawa resteront-elles des vœux pieux, sans conséquence, ou finiront-elles par alimenter des politiques fermes d'investissement pour que les promesses politiques faites il y a 50 ans se matérialisent enfin? Dernièrement, Patrimoine Gaspésie a demandé un geste significatif et réparateur en intégrant au parc Forillon le phare de Cap-des-Rosiers. Cette demande est toujours sans réponse. Mon père a travaillé à bâtir le havre de Cap-des-Rosiers avec son cheval et une pelle. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qui arrive maintenant au havre de Cap-des-Rosiers. Qu'arrivera-t-il du village historique, à moitié reconstitué de Grande Guerre? À quand un plan de marketing pan-canadien, agressif et soutenu? Quelles sont les attentes des touristes régionaux, nationaux et internationaux? Que leur offre le parc? Excusez. Quelles leçons pouvons-nous tirer des succès des autres parcs nationaux, notamment ceux de l'Ouest? Quels sont les investissements requis pour poursuivre la mise à niveau de l'infrastructure et l'adapter aux attentes des touristes? Dans son état actuel, le parc est-il en mesure d'accueillir plus de touristes? Que faut-il améliorer au-delà des campings? Quels services le parc devra-t-il développer en harmonie avec les attentes de la population et des visiteurs? L'histoire de Forillon restera toujours celle d'une bataille rangée où chaque petite victoire arrachée au prix de lourds sacrifices pourra contribuer à créer un peu plus d'harmonie, mais entre l'homme et la nature, sur ce territoire, transmis à la postérité. Vous comprenez pourquoi je ne plaide plus avec la voix qui me manque. Il reste maintenant un nouveau chapitre à écrire dans l'harmonie, la confiance, l'audace et surtout une grande collaboration de la population, celui d'un parc devenu enfin le vaisseau amiral admiré du développement touristique de la pointe de Gaspé. Merci. Merci beaucoup, Lionel, pour cette belle intervention, calquée sur des faits historiques, une base légale, mais aussi un beau témoignage aussi qui te tient à cœur, on le sent. Merci pour ton implication aussi au fil des années, puis on espère te garder avec nous pour encore continuer la bataille de Forillon.
Notre prochaine intervention sera effectuée par mon ami Pierre Michaud, le co-instigateur de l'événement d'aujourd'hui. Pierre est quelqu'un qui joue un rôle, je dirais, tout spécial aussi dans le dossier de Forillon. D'abord, ceux qui s'en souviennent savent que Pierre a été, a écrit la musique pour la fameuse chanson de la complainte de Forillon qui a été écrite par Maurice Jonca. Pierre a également écrit une deuxième chanson qui est tirée du film, pas du film, mais plutôt du roman de Lionel Bernier, La bataille de Forillon. La chanson, c'est Forillon se souvient. Hein, c'est basé sur l'héroïne, Madame Albina, la maîtresse d'école, comme on l'appelait à l'époque. Donc, puis Pierre est quelqu'un là qui est très, je pense qu'il est très sensible au dossier de Forillon. D'abord, son implication dans la réalisation de l'événement d'aujourd'hui le démontre. Là, puis je tiens à souligner toute la recherche, tout le travail que Pierre a fait avec d'autres pour nous alimenter, pour bien nous alimenter. Je tiens à le remercier là-dessus. J'aimerais, Pierre, t'inviter à nous présenter un peu ta motivation. Là, pourquoi depuis les années 70, tu as toujours été présent directement ou indirectement dans le dossier de Forillon. Aujourd'hui, tu trouvais ça encore important pour le 50e de t'impliquer aussi dans le dossier. Donc, j'aimerais que tu nous livres un petit témoignage à ce niveau-là. Puis ensuite, on pourra t'entendre dans l'extrait de la chanson Forillon se souvient. Donc, à toi la parole, Pierre. Oui, rapidement. Merci Gaëtan. Puis j'en profite pour remercier tous ceux qui se sont prêtés à l'exercice aujourd'hui. Je pense que c'est important de garder vivant à nos mémoires, je veux dire, cet événement d'il y a 50 ans. Moi, la première fois que j'ai été sensibilisé à ce qui se passait à Forillon, je lui fais un petit signal en passant, c'est mon père. Mon père était représentant sur la côte de Gaspé pendant 44 ans. Il couvrait le territoire pour la compagnie Swift canadienne. Nous autres, on lui disait pas Swift canadienne, compagnie canadienne-française. Non, 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 non. Ça fait que lui, il visitait tous les restaurants, les épiceries, puis il connaissait tous les commerçants de Forillon. Puis il les voyait toutes les semaines pour prendre des commandes qui étaient livrées la semaine d'après et tout ça. Puis, il a eu connaissance de ces maisons incendiées, puis de toute la détresse, dans le fond, qui accompagnait les gens qui vivaient sur le territoire. Puis lui, il recevait ça par ses visites dans les commerces et tout. Puis, lui disait, il dit, ça se peut pas. J'ai vu des maisons brûlées. Une maison, on brûle pas ça. C'est un signe de malheur, ça, une maison qui brûle. Mais non, il dit, garde, là, ils brûlent ça, les autres, à une quantité effroyable. Il dit, ça se peut pas, tu sais. Puis après ça, j'ai eu un signal d'un bonhomme, un artiste accompli, un gars qui a toujours une grande sensibilité puis une grande implication dans son milieu, dans sa communauté. C'était Maurice Jonca. Maurice Jonca, qui est enseignant. Puis moi, j'ai toujours dit, Maurice, homme de théâtre, poète, écrivain, qui chantait dans des chorales, qui a fondé des chorales, un peintre, un gars d'une grande sensibilité par rapport à son milieu, qui avait bien saisi à cette époque-là ce qui se passait à Forillon, qui m'appelle puis qui dit « Pierre, tu grattes la guitare, bon, tu chantes un peu, pourrais-tu regarder mon texte et puis essayer de faire une musique là-dessus? On pourrait faire une chanson sur ce qui se passe à Forillon. » Voilà, c'est de même que c'est arrivé. On s'est rencontrés et puis ça a donné la complainte de Forillon. Complainte de Forillon qui a été beaucoup popularisée dans le coin par un autre bonhomme extraordinaire qui nous a quittés il y a quelques années, Gérald Gall. Gérald Gall, lui, a popularisé cette chanson-là dans le coin. Puis moi, quand je suis revenu en 2004, j'ai dit, coudonc, tout le monde la chante, cette chanson-là. C'était assez incroyable. Et puis, ça me faisait drôlement chaud au cœur de voir que cette chanson-là avait passé le temps. Maurice lui dit, c'est un folklore. Bon, il a raison, c'est un folklore maintenant. Et puis après ça, j'ai été réveillé, moi, je pense que Lionel Bernier, quand il a écrit La bataille de Forillon, j'ai lu ça, puis toute la vague est revenue, je veux dire, toutes les émotions par rapport à Forillon sont revenues à la surface.
Puis j'étais au camp Bellefeuille à Chandler en vacances l'été pour aller chez mes parents. Puis j'ai finissé de lire La bataille de Forillon. Puis le crayon s'est mis à se promener sur la tablette. Et puis j'ai écrit les paroles de Forillon se souvient, qui, dans le fond, qu'on va écouter Gaëtan, là, juste à la toute fin. On va se quitter avec cette chanson-là. J'ai voulu, par là, faire un clin d'œil, mais plus qu'un clin d'œil, là, rendre hommage aux gens qui ont vécu l'expropriation, mais aussi rendre hommage à Lionel Bernier, qui portait le nom d'Archange dans le roman. Hein? Timène, Archange, l'avocat, s'est occupé des siens. Et puis le dernier couplet, c'est un hommage, c'est une salutation à Lionel Bernier. Voilà mon implication, mon ami. Et puis, Forillon, pour moi, ça fait partie de quelque chose qui devra j'ai beaucoup aimé l'intervention de Lionel, il faut garder vivant ce dossier-là, mais il faut aller plus loin, avec courage, avec détermination, et puis avec résilience aussi. Puis il va falloir qu'on continue à porter le rêve de voir Forillon devenir un moteur économique pour notre Gaspésie. Voilà. Merci Pierre, merci pour ce mot très intéressant. Le moment est venu maintenant de tirer, je dirais, les conclusions de notre événement. Ce n'est pas chose facile parce qu'on a entendu beaucoup de témoignages, beaucoup de faits, beaucoup d'éléments extrêmement intéressants tout au long de l'émission. Puis c'est difficile de ramasser ça dans quelques minutes. De toute façon, il y aura sûrement d'autres occasions pour poursuivre le travail qui a été amorcé aujourd'hui. Si le dossier de Forillon a réussi à traverser les 50 dernières années, puis on en parle encore avec autant d'attachement, autant d'émotion, autant de conviction aujourd'hui, c'est parce que ce n'est pas seulement un dossier, c'est une cause. Hein? D'ailleurs, c'est ce que Lionel disait un peu plus tôt ce matin lors de notre préparation. Il dit, le dossier de Forillon, pour moi, ce n'est pas une cause, c'était une mission. Hein? C'était une mission. Donc, ça a apparu aussi dans son engagement. Donc, je pense qu'il faut que ce dossier-là devienne aussi une mission pour les Gaspésiens. Beaucoup de promesses qui ont été faites à l'époque, beaucoup de malentendus, on va être poli, on va dire malentendus, beaucoup de non-dits, beaucoup d'agendas cachés dans ce dossier-là et beaucoup de victimes aussi. Il ne faut pas se le cacher, beaucoup de victimes, puis à écouter encore les gens aujourd'hui qui sont dans la deuxième, la troisième génération, on sent toute l'émotion, on sent toute l'importance que revêt encore le dossier de Forillon. Pour les personnes, les familles qui ont été plus directement touchées par le dossier de la création du on espère que les gouvernements vont se souvenir de leur engagement. Il y a eu des excuses publiques qui ont été prononcées par les deux paliers de gouvernement, par nos députés respectifs. À Québec, par Georges Mamelonnet, qui était notre député à l'Assemblée nationale. Ensuite, à Ottawa, par Rénal Blais, qui était également notre député à Ottawa. Donc, 40 ans pour que le gouvernement reconnaisse, je dirais, les erreurs de Forillon. On est 10 ans plus tard. Il y a eu certains investissements, mais comme plusieurs d'entre vous l'ont mentionné, les investissements ne sont pas à la hauteur des attentes. Oui, c'est une chose des attentes, mais surtout pas à la hauteur des engagements qui ont été pris, qui sont à la base de la création du parc, qui a été, oui, à certains égards, une bonne chose au plan économique, mais ça n'a pas été à la hauteur des attentes, c'est clair. Et je pense, on est en droit de s'attendre à que les deux paliers de gouvernement poursuivent leur investissement pour mettre un peu de baume sur le mal, sur tout je dirais, la tresse qui a été engendrée par la création du parc, notamment au niveau des familles qui ont été directement visées. Donc, comme Gaspésien, comme Gaspésienne, on a un devoir de mémoire. On doit continuer à s'occuper de notre dossier qui est Forillon. Aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes autour de la table ou autour de l'écran qui ont quelques cheveux blancs comme moi. Une des missions qu'on se donne, c'est d'aller chercher des jeunes. Hein? Des jeunes qui sont sensibles au dossier de Forillon, des jeunes qui ont vu leurs parents, leurs grands-parents vivre le drame de Forillon. Puis on leur lance un appel aujourd'hui pour s'intéresser, s'impliquer dans le dossier de Forillon parce que c'est un combat qu'on va devoir livrer comme Gaspésien et Gaspésienne encore pendant plusieurs années. J'en ai la conviction. Donc,
Un mot de remerciement également pour ceux qui ont collaboré à cette belle initiative-là. On espère que ça a plu aux auditeurs. Ça a été fait avec notre cœur. Merci au Musée de la Gaspésie, à Martin, directeur général, mais également à Catherine Yoquel et Camille P, qui nous ont assistés tout le long du montage et de la préparation de l'événement d'aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui ont livré leur témoignage. Merci au regroupement des personnes expropriées lors d'Andan qui nous ont permis de réaliser cet événement-là puis qui nous ont fourni beaucoup d'informations. Donc, on espère que cette courte présentation-là pour le 50e vous a plu. On aurait eu beaucoup d'autres choses à dire, c'est clair, mais à un moment donné, il faut limiter. Donc, merci de votre patience. Merci aussi de votre compréhension pour les petites ratés, peut-être, les petites faiblesses de l'événement qui a été fait sur la base d'un bénévolat de la part de tout le monde. Puis, on se souhaite le meilleur des succès dans la poursuite de notre combat pour Forillon. Puis, on se laisse sur la chanson de Pierre Michaud, « Forillon se souvient ». Merci à vous tous. Né sur cette terre de roches et de vent, né d'ancêtres fiers qui bravaient le temps, tu choisis de vivre dans cet univers grandiose et clair, puis c'était pour tout le temps. Jamais tu n'as cru que ton coin de pays serait démantelé, qu'on t'en chasserait, que l'on briserait la communauté que t'avais tissée, que t'avais forgée. Madame Albina, Forillon se souvient. Forillon se souvient de toi, de tes racines. Forillon se souvient de toi, de ton chagrin. Insensible, arrogant, élus et fonctionnaires, tout comme à la guerre, fixe le prix de la misère. Courageuse Albina, tu refuses de céder, tu as su préserver maison et dignité. La vie au quotidien est tricotée, serrée, tissée par nos bons jours. Comment ça va chez vous? Séparée Albina, Marie-Jeanne est enfant, Cyril et tous les autres, c'est un crime au gros bon sens. Et l'humiliation, et pire l'indifférence de ta population. Courageuse Albina, fière tu résisteras, tu repousses la peur et tu sauves l'honneur. Madame Albina,
Forillon se souvient, Forillon se souvient de toi, de tes racines. Forillon se souvient de toi, de ton chagrin. Archange, l'avocat, s'est occupé des siens, a bâti la confiance, mené la résistance. Les villages détruits, puis les maisons brûlées seront mieux compensés, même si on doit quitter. La tristesse monte en toi comme vague gonflée par vent de révolte et de squales déchaînés. Et de ton cœur meurtri, ton cœur de déporté, je n'entends plus ton rire, tes sourires sont masqués. Je n'entends plus ton rire. Excuse si on t'a